La plupart des pervers se racontent à eux-mêmes que ce qu'ils ressentent et ce qu'ils font a son origine dans l'amour. Fin de citation. Bonjour, je suis Marion Marten et un jour, j'ai réalisé que je n'avais lu presque que des hommes. Alors j'ai décidé de changer ça. Bienvenue dans la bibliothèque de Marion, où l'on célèbre l'écriture des autrices du monde entier. Dans chaque épisode, je vous raconte une lecture qui m'a marquée. Je crois que je vis actuellement sur une autre planète. I had never intended to be a writer. Ma première expérience d'écriture m'a révélé que l'écriture était totalement dangereuse. Un effort de ma part, pas un effort, mais un courage de ma part d'où je viens de faire des livres. Très émue, très heureuse, je me rends pas encore vraiment compte, voilà, j'ai pas encore tout à fait atterri. Je passe ma vie à tomber enceinte de livres, ma vie est une longue grossesse de livres. L'écriture des femmes, épisode 19, avec Triste tigre de Neige Sino. Je vous fais un avertissement de lecture puisque ce texte dénonce l'inceste et le viol dont a été victime l'autrice. Si ces sujets vous heurtent, n'hésitez pas à passer votre chemin et surtout prenez soin de vous. Des ressources existent pour vous accompagner. Triste tigre est le 3e ouvrage de Neige Sino. C'est un texte autobiographique dans lequel elle relate l'inceste dont elle a été victime dès ses 8 ans par son beau-père. Salué par le prix Goncourt des lycéens en 2023, mais aussi par le prix Femina, ce texte interroge notre société à travers les récits de ces enfances brisées par l'inceste, qui est le berceau des dominations. La petite fille sur la banquise rencontre un triste tigre. Cette phrase n'a de sens que si l'on croise 2 récits sur la pédocriminalité. Dans le premier, La petite fille sur la banquise d'Adélaïde Bon, une enfant tente de recoller les morceaux de sa mémoire éclatés après un viol. Dans le second, Neige Sino analyse la dissociation des victimes et tente de comprendre l'ombre des bourreaux. Cette ombre qui jamais ne vous lâche. Elle décrit avec puissance cet autre lieu où vivent les traumatisés. Une seule volonté unit ces récits, se libérer de l'horreur. Ne plus jamais vivre ça et alerter la société sur cette réalité qui touche de trop nombreux enfants. En majorité des petites filles, mais aussi des petits garçons. Neige Sino est une femme de lettres qui raconte le procès de son beau-père et les sévices sans jamais tomber dans le voyeurisme. L'horreur est déjà là, partout. Elle nous rappelle d'ailleurs que victimes et bourreaux cohabitent dans une société qui peine encore à condamner fermement la pédocriminalité, cherchant trop souvent des circonstances atténuantes aux prédateurs. On retrouve ce point de vue dans le texte incontournable Le consentement de Vanessa Springora, abusé par l'écrivain Gabriel Maznev, que la société a bien trop tardivement condamné. Et vous entendez en introduction de ce podcast Denise Bombardier, qui dans une émission semblait vivre sur une autre planète en entendant les mémoires scabreuses et criminelles de l'écrivain qui a été adulé pendant des années, qui a été couronné du prix Renaudot en 2012, il me semble, alors que tous ses écrits tombent sous le coup de la loi. La société romantise, justifie et trop souvent excuse la pédocriminalité, et c'est un fait. Il suffit de regarder l'actualité pour se rendre compte des défaillances systémiques de la justice en matière de prévention de la pédocriminalité, mais aussi en matière de sanctions. Trop souvent des plaintes sont déposées et tombent aux oubliettes, sont classées sans suite, mettant en danger des enfants. Ça met des enfants en danger de subir des traumatismes, mais ça les met aussi en danger de mort. Nous pouvons faire mieux, nous devons faire mieux. Il faut se rendre compte de cette réalité. De trop nombreux hommes abusent des enfants. C'est un abus de pouvoir, de position. L'objectif
et de dominer, de détruire. Ce sont des crimes opportunistes. Et un couple d'amis m'a repris un soir, lorsque j'ai employé le terme pédophile. Ils m'ont tout de suite dit d'arrêter d'employer ce terme parce que les mots ont du poids. Et je vous invite à faire de même et à bannir ce mot de votre vocabulaire pour parler d'actes de pédocriminalité. Si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite vraiment à lire Triste Tigre pour saisir toutes les nuances. Et je vous invite aussi à vous poser cette question. Préféreriez-vous être un prédateur ou une proie? La force du tigre est enviable. On ne serait plus la victime qui s'écroule, mais celui qui attaque. Pourtant, faut-il forcément devenir le prédateur de quelqu'un pour survivre? L'autrice explore donc l'impact de l'inceste sur son écriture et sur sa famille, refusant donc les réponses simples. Le tigre aussi est captif de son histoire. Ce texte est plus qu'une autobiographie, c'est un voyage à travers le langage, comment nommer l'innommable, et un écœurement peut vous prendre avec l'envie d'arrêter la lecture. Mais la démarche de l'autrice est plus forte. Elle ne veut pas de pitié, elle veut juste que cela cesse, interpeller. C'est un peu comme Christine Angot, avec ses nombreux récits sur ce thème. Avec ces textes, elles déconstruisent l'image de la bonne victime qui devrait forcément s'effondrer pour être crédible. Elles pointent du doigt la partie émergée de l'iceberg, les plaintes classées, le silence pour préserver un équilibre fragile. La famille, ce cadre censé nous construire. La famille, ce cadre censé nous construire et nous protéger, est ici le théâtre du crime. C'est un texte magistral qui rejoint La Familia Grande de Camille Kouchner, qui raconte là aussi l'inceste subi par son frère jumeau de la part de son beau-père, le politologue Olivier Duhamel. À travers ces récits témoignages, on saisit que la famille peut parfois plonger dans le déni, refuser de voir la vérité en face. Elle silencie les victimes et sur ce thème, il est important de se rendre compte que l'inceste se reproduit. Lorsqu'il y a de l'inceste dans une famille, il y en a souvent eu précédemment et il peut y avoir également des climats. Et on voit à quel point la place du père de famille, car le plus souvent il s'agit des pères ou de grands-pères et d'oncles. Dans de très rares cas, il s'agit de mères ou de grand-mères, en tout cas dans les statistiques publiques. Et vraiment, c'est un sujet très perturbant. Je vous invite à écouter le podcast de Charlotte Bien-Aimée sur le thème dans un podcast à soi. Il y a un épisode dédié à l'inceste où on entend un père incesteur. Il y a également le podcast diffusé par Louis Média, ou Peut-être une nuit, par Charlotte Pudlowski, qui décortique les injustices structurelles liées à l'inceste, mais qui s'attaque également à lever le voile sur ce phénomène de société qui bâillonne les victimes et qui brise des vies. J'ai sélectionné pour vous quelques citations du livre Triste Tigre de Neige Sino. En voici quelques-unes. Début de citation. Le tabou dans notre culture, ce n'est pas le viol lui-même qui est pratiqué partout. C'est d'en parler, de l'envisager, de l'analyser. Fin de citation. Un peu plus loin. Début de citation. La plupart des criminels s'inventent des histoires qui rendent tolérable ce qu'ils vivent. La plupart des pervers se racontent à eux-mêmes que ce qu'ils ressentent et ce qu'ils font a son origine dans l'amour. Fin de citation. Ce texte rejoint d'ailleurs mes précédents épisodes
notamment Rien ne s'oppose à la nuit de Delphine de Vigan, Moon Tiger de Penelope Lively ou encore La couleur pourpre d'Alice Walker. Bientôt, je vous parlerai du texte Le consentement de Vanessa Springora, mais aussi des textes de Virginie Despentes, que ce soit King Kong Theory ou Baise-moi. 2 textes indispensables à toute bibliothèque féministe, mais aussi à toute personne souhaitant s'intéresser au vécu des femmes, à leur expérience du monde, afin de mieux comprendre leur tristesse, mais aussi leur colère. L'inceste est traité dans de très nombreux livres. Je pense ici à l'un des plus célèbres, Lolita de Nabokov. C'est un roman publié en 1955 qui place le lecteur dans la tête d'un pédocriminel dévoré de désir pour une fille de 12 ans. Une fille dont il devient le beau-père. Ce qui n'est pas sans rappeler donc le récit de Camille Kouchner dans La Familia Grande, qui propose une autopsie de l'inceste du beau-père sur son jumeau et les conséquences sur leur vie familiale. Que fait la mère pendant que le beau-père abuse de la fille ou du fils? Parfois, elle ne se rend pas compte, et puis parfois elle est dans le déni. C'est le cas pour la mère de Camille Kouchner. Et on juge souvent la réaction des mères plus durement que l'action elle-même du beau-père. Et c'est assez révélateur. Bien sûr, je ne dédouane aucune mère de ne pas entendre le récit de son enfant. Et il est important de signaler que lorsque les mères portent plainte pour des faits d'inceste, ces plaintes ne sont pas prises au sérieux et certaines mères sont obligées de continuer de confier leur enfant à des pères incestueux, ou à des pères violents d'ailleurs. Des pères violents envers elles ou envers leurs enfants. Sur le sujet de l'inceste, je pense évidemment au livre de Christine Angot, notamment Le voyage dans l'Est, publié en 2021, L'inceste, qui a été publié en 1999, et aussi à son premier livre Vue du ciel, publié en 1990. Plus récemment, j'ai découvert un roman magistral mais aussi dérangeant. Il s'agit de My Absolute Darling de Gabrielle Talente, qui nous propose une héroïne virile qui se débat contre l'emprise de son père incestueux. Je tiens vraiment ici à avertir les lecteurs car dans ces livres, les scènes d'abus sont parfois insoutenables. Parfois, ce n'est pas la peine de donner trop d'images pour réaliser à quel point l'inceste est destructeur. C'est pour ça que j'ai été dérangée en lisant le texte de Gabrielle Talente ou encore le texte de Nabokov. Alors selon Vanessa Springora, il est important de relire Lolita de Nabokov pour comprendre que c'est une critique de la pédocriminalité. Néanmoins, quand on voit que des extraits de Lolita ont été écrits sur des victimes du réseau Epstein, je m'interroge. Je m'interroge parce que quelquefois, sans le vouloir, on crée des monstres. La figure de Lolita, qui a ensuite été érotisée, romantisée, je pense à Alizée et je pense aussi à l'adaptation du livre, tout simplement, qui a rajeuni l'acteur et vieilli la petite fille. Ce qui rend la chose un petit peu plus acceptable aux yeux de la société. Pourtant, non, ce n'est jamais acceptable. Pour finir, Triste Tigre de Neige Sino, c'est une lecture éprouvante, certes, mais indispensable, car elle dresse le portrait d'une humanité qui, au milieu des cendres, cherche désespérément la vérité. C'est une lecture que je n'oublierai jamais, que je vous invite à entamer avec courage. Puisse ce podcast rendre plus visible, s'il le fallait, la réalité des sévices subis par les enfants. Puisse-t-il pointer du doigt la réalité des abus masculins et nous faire prendre conscience du coût humain, qu'il soit psychologique ou financier. Et il suffit de regarder les émissions dans lesquelles Christine Angot était invitée
pour se rendre compte du malaise sur les plateaux lorsqu'on évoque ce sujet. On ne respectait pas les victimes, elles étaient jetées en pâture, on leur demandait si elles avaient pris du plaisir, alors que l'inceste, c'est une question de négation de l'autre. Il y a parfois un côté voyeuriste qui est profondément dérangeant. Et si je vous recommande ces lectures, c'est justement pour mieux comprendre le point de vue des femmes, leur combat judiciaire contre leurs agresseurs, la difficulté qu'elles rencontrent à obtenir justice, quel que soit l'âge auquel elles ont été agressées. Et je vous invite également à lire ces textes pour mettre fin aux préjugés sur la bonne victime. Il n'y a pas de bonne victime. Il n'y a que des préjugés. Et nous baignons dans une culture du viol. Je vous en parlerai dans un épisode sur l'autrice Valérie Rey-Robert qui a théorisé une culture du viol à la française. Nous baignons également dans une culture du féminicide. Je pense à un texte d'Yvan Jablonka qui m'a laissé sans voix. Et il existe également un texte sur la culture de l'inceste, publié en 2024, qui est un texte collectif dirigé par Iris Bray et Juliette Drouard. Je n'ai pas encore lu cet essai, mais il est sur ma liste de lecture. Sur ce thème, je vous conseille également la lecture du texte de Dorothy Ducy, Le berceau des dominations, anthropologie de l'inceste, qui nous permet de réaliser que des bons pères de famille incestent leurs filles ou leurs petits garçons. Et le chiffre derrière tout ça, c'est 2 enfants par classe incestés, il me semble. C'est énorme. Et il faut se demander, ces éléments perturbateurs dans les classes, est-ce qu'ils ne seraient pas victimes à la maison ? Nous baignons dans une culture violente qui nie l'intégrité des enfants et bafoue les droits des femmes et des enfants. Et la justice fonctionne au ralenti sur ces sujets. Et on s'en rend compte malheureusement beaucoup trop tard lorsqu'il y a des drames qui bouleversent la France quelques jours, parfois quelques mois. Et ensuite on oublie et il y a un autre drame. Car c'est la même mécanique infernale, jamais ça ne s'arrête. Tant qu'on ne mettra pas en place de réels moyens, on ne pourra pas endiguer ce fléau. Mais déjà, il faut le nommer, et c'est ce que nous faisons dans ce podcast. Et c'est ce que ces autrices courageuses font à travers leurs textes. Merci d'avoir écouté ce podcast. Pour prolonger la réflexion, je vous invite à découvrir mes chroniques sur mon blog labibliothèquedemarion.fr et à plonger dans tout un univers féminin et féministe. À bientôt pour un prochain épisode.